Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Radio 2M, l'hebdo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Nous sommes de retour au studio après une très belle édition passée au sein du golf de Dar Salam à l'occasion du trophée Hassan II et la Coupe Al Amrim de golf. Et cette semaine, on va parler psychologie, santé mentale et cinéma avec la 7e édition de Cinépsy qui commence le 21 février, donc vendredi prochain. Ce carrefour d'échanges qui réunit grand public et professionnels de la santé mentale a choisi cette année de se consacrer à 2 thèmes, la jalousie et le postpartum. Nous aurons l'occasion d'en savoir plus et d'en discuter avec nos 2 invités du jour, les fondatrices de Cinépsy. Les amis, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour Selma. Je féminise en fait le lancement un peu parce qu'il n'y a pas Amine. Parce on que est notre chère Amine Al-Rahmouni n'est sororité. pas là. On l'embrasse et on l'aime très fort. Oh, c'est mignon. Il te manque déjà. Il aurait pas dit ça si t'étais pas là. Ouais. Alors quoi de beau dans vos chroniques aujourd'hui? Mais c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'on va parler, comme tu l'as dit, de postpartum et je pense que ça aurait été C'est vrai important que c'est un d'avoir le sujet regard d'un homme. Oui, c'est aussi un sujet sur lequel les hommes devraient être mieux informés pour accompagner leurs compagnes. Ouais. Donc on en parlera un petit peu plus. En attendant, quoi de beau dans vos chroniques? Bah moi pile dans l'actu. Vas-y. Pas de Saint-Valentin. Pas de Saint-Valentin, mais j'ai assisté à une pièce de théâtre. Donc tu es sans Valentin en fait. Roméo et Juliette. Très bien. Nous on a un peu eu le droit cette semaine au Davos de la tech. Les plus grands patrons de la tech étaient réunis à Paris. Les milliards pleuvent en matière d'intelligence artificielle et donc on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Très bien, et toi Safia? Moi j'ai parlé de télé-réalité, mais je dirais pas plus, je laisse ça pour la chronique. D'accord, et puis il y a Amine qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui a choisi de revenir sur la 11e édition du Raid Solidaire Sahraouia. On va l'écouter dans un moment, donc voilà, que de belles choses à vous raconter, mais avant, je pense qu'il est temps de présenter et d'accueillir nos invités du jour. On accueille Bouchra Beniza, fondatrice de Cinépsy, et Aline Habib, secrétaire générale de l'événement. L'invité. Mais merci de nous accorder ces précieuses minutes, on imagine dans un temps assez restreint, puisque votre semaine doit être très chargée avant l'organisation de cet événement. Tout à fait. Merci à vous de nous réunir en fait. En tout cas, on a eu un très bel échange en off avant l'émission. Donc je pense que l'émission va être tout aussi géniale et enrichissante. Comme on l'a annoncé au début, les thèmes de cette année seront la jalousie et le postpartum. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi ces 2 sujets pour cette année? Alors, déjà, c'est le Cinépsy Maroc. Oui. Si je peux préciser, parce qu'il a participé à des congrès à l'étranger. Et on était fiers de représenter avec nos films documentaires le Maroc, donc Cinépsy Maroc. Donc il a le titre de Cinépsy Maroc. Le choix, en fait, c'est très simple. C'est à chaque fin de Cinépsy, on demande aux participants de nous dire de quoi ils aimeraient qu'on parle l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux gens et aux participants de choisir. Et le thème de la jalousie est venu naturellement, parce que justement le Cinépsy aborde les sujets tabous presque. Voilà. Et le postpartum, il se trouve que j'interviens bénévolement en maternité à l'hôpital Harouchi. Et la chef de service, professeur Samouh, m'a demandé de participer. Donc on l'a inclus dans cette édition. Mais normalement, c'est que de la psychiatrie. Que de la psychiatrie. Voilà. Donc là, vous allez un petit peu en terrain gynécologique, on va dire. Oui, mais au départ, ça devait... Oui, ça reste de la Ça psychiatrie. relève de la santé mentale. Voilà, ça relève. Et puis, on a choisi un thème qu'on traite nous-mêmes en tant que psy.
le postpartum et la dépression des dames qui viennent d'accoucher. Voilà. Alors Synepsie réunit chaque année différentes catégories. On a des patients, on a des professionnels de la santé, on a des curieux aussi qui viennent découvrir pour la première fois. Mais il y a aussi du cinéma dans tout ça. Donc ma question c'est, pourquoi avoir fait le choix d'inclure le 7e art dans tout ça? C'est des films documentaires. Oui. En fait, il n'y a pas de film, il n'y a pas de fiction. Ce qu'elle veut dire par là, c'est au-delà de la fiction, oui, pourquoi avoir choisi justement ce support-là. Alors voilà, le support, il vient pour étayer, pour donner une autre vision de la pathologie, de la souffrance. C'est-à-dire que les autres éditions, on va prendre l'exemple de la schizophrénie. Quand vous réunissez des gens pour parler de schizophrénie, il y a un plus quand ils voient, quand il y a un témoignage, quand il y a un suivi de personnes et qui elles-mêmes souffrent de cette pathologie, témoignent, racontent leur vie. Donc là, l'impact est plus important. Et le Synepsie, nous, on n'a rien inventé. Hein. On est parrainé par le Synepsie de Lyon, le Vinatier, l'hôpital de Lyon, et le Synepsie Lorquin, de l'hôpital d'Alsace. Et eux, ils sont à leur 30e édition. Donc, c'est leur expérience du film documentaire avec le vécu qui fait que quand vous réunissez toutes ces personnes, quelle que soit la personne qui est présente, je parle de patients et des familles, quand ils voient un fait réel, un vécu réel, ben ça l'impacte plus. Oui, avec cette volonté évidemment de libérer la parole, etc. Voilà, c'est ça. Mais vous nous aviez dit que parfois, face à la stigmatisation et au regard péjoratif qu'on porte toujours en tant que société sur la maladie mentale, il est parfois très difficile de trouver des gens, des patients, qui souhaitent témoigner à visage découvert ou autre de leur situation pour ces films documentaires. Absolument. Au Maroc, la maladie mentale, elle est taboue. Même si les choses évoluent, on voit plus moi, je vois plus d'hommes venir au cabinet où j'exerce en dehors de l'hôpital. Mais ça reste tabou. Oui. C'est le fou. Tout on le met sous l'étiquette de hmaq. Voilà, exactement. Bipolaire, etc. Ça évolue. Et d'ailleurs, je pense que je dois le souligner, Sa Majesté a quand même encouragé à créer des centres, le centre de réhabilitation par exemple. Il y a d'autres centres qui vont être mis en place pour déstigmatiser les malades mentaux. Donc, c'est compliqué parce que quand vous les filmez, par exemple, moi, je fais des films documentaires à l'hôpital, parce que j'étais au centre psychiatrique, les patients étaient d'accord pour être filmés. Quelle a été votre approche pour ça ? C'est mes patients, donc il y a l'alliance thérapeutique, ils me font confiance. Ils savent, c'est une très bonne question, ils savent que c'est pour les valoriser. On ne va pas montrer quelque chose de négatif. Et je ne montre que des choses qui peuvent permettre aux autres patients de se sentir valorisés. On ne fait pas du gore, du misérabilisme. Jamais. On n'est pas comme dans les films. Vous imaginez que schizophrénie, pour la majorité des Marocains, c'est deux personnalités. Quel rapport ? Ça n'a rien à voir. Le 7e art a causé du tort à la psychiatrie. Donc les patients sont d'accord, je les filme, avec leur accord, l'accord de leur famille, mais quand approche le Synepsie, les familles commencent à se retirer en disant non, voilà. Alors que le Synepsie, on enlève les téléphones, les gens laissent trop interdits de filmer, mais il y a dit que la peur, toujours le regard stigmatisant de notre société. De l'autre. Alors justement, vous êtes une grande partisane du fait de se soigner par l'art. Et Synepsie, c'est aussi des expositions qui se tiendront tout le long de l'événement. Vous exposez, Aline, des œuvres de peinture sur porcelaine. Oui. Est-ce que c'est des œuvres que vous avez réalisées spécialement pour Synepsie ? Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? J'ai choisi par rapport au sujet, bien sûr, sur la jalousie. Donc j'ai été glanée un petit peu chez différents peintres et j'ai reproduit en fait ce qui me paraissait parlant pour exprimer la jalousie. Voilà. Alors, en termes d'impact et pour transmettre votre message, donc vous êtes présente sur place, vous expliquez vos œuvres. Oui, bien sûr, exactement, oui, tout à fait. Mais je ne suis pas toute seule, il y a bien aussi sûr. Il y a d'autres exposants avec vous qui exposera ses toiles aussi. Mais là, c'est un autre support, c'est différent. C'est de la peinture sur toile, oui, si exactement, je ne me trompe pas. Oui. Mais c'est toujours sur le même sujet, bien sûr.
Alors, justement, en parlant d'art-thérapie, il y a eu un tournant pour vous lors d'une certaine visite royale en avril 2023. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors, je vous parle spontanément. Bien sûr. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Parce que j'en suis encore émue. Parce qu'avant qu'ils ne viennent, on nous a briefé, on nous a dit, voilà, par rapport à la sécurité, par rapport à plein de choses. Et en fait, j'avais presque le trac de le rencontrer. Et franchement, c'est la gentillesse personnifiée. Il a pris le temps, alors que les autres me disaient, voilà, tu vas te dire ça. Il est venu, il a pris le temps, il a vu mes photos, il s'est intéressé et c'était magique, la vérité. Je le souhaite à tout le monde de rencontrer Sa Majesté. Vraiment. Vous interprétez ça comme un réel encouragement de l'art-thérapie. Ça a changé, en tout cas pour moi. Même sur le terrain. Au-delà absolument. de votre rencontre, il y a vraiment une vision royale qui, justement... C'est clair, c'est un tournant total. C'est-à-dire que sa présence a changé le cours de l'art-thérapie. Avant, on me regardait bizarrement parce que j'ai créé la première unité au centre psychiatrique, où je ne suis plus maintenant parce que je suis allée vers autre chose. Mais il a suffi que Sa Majesté vienne dans ce centre de réhabilitation sociale pour que, ça y est, ça... dans la tête des familles, parce que c'est pour les personnes et les familles de patients, ça a changé du tout au tout. Voilà, donc c'était magique. Alors, lors de l'édition dernière, est-ce que vous êtes satisfait de l'affluence et du nombre de personnes que vous avez accueillies ? Est-ce que vous avez des chiffres peut-être à nous donner ? Non, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais simplement, je pense que c'est encourageant de voir que les gens s'intéressent. Mais je pense qu'au fil des années, ça va glaner encore beaucoup plus de gens, mais on était satisfaites. Absolument. Comment vous arrivez à quantifier l'impact quand c'est pas de documentaire comme vous dites, c'est mini témoignages, l'impact et qu'est-ce que ça change finalement concrètement pour les personnes présentes et pour leur entourage? Alors, ça change beaucoup de choses parce que on ne prend pas que nos films. On prend des films aussi d'autres centres psychiatriques, entre autres nos parrains, le Vinatier, l'hôpital psychiatrique de Lyon, et le Festival Lorca. Et eux, ils ont vraiment une vidéothèque, on va dire, très importante. Donc on fait venir, on choisit aussi, parce que je participe à ces synepsies, et selon les thèmes, on fait des échanges. Donc on prend des films Vialhom pour montrer... lors de nos synepsies, comment vit un patient, par exemple schizophrène, en France, en Belgique. Donc, ça a un impact. Et très souvent dans la salle, on voit les personnes ou les familles, ils sont rassurés parce qu'ils ont une vie tout à fait normale. Donc, ne serait-ce que ça, le témoignage d'autres patients et familles, dans le même cas, ça rassure. Après, quand il y a un film documentaire qui est projeté, je suis désolée, ça crée le débat. Ça n'a rien à voir avec la fiction. La fiction, ça reste une fiction. Mais quand c'est quelqu'un qui est réellement malade, et on sait qu'il est malade, parce qu'il a été hospitalisé, on sait que c'est un patient. C'est pas quelqu'un qui joue un rôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il est malade, qu'il en est conscient et qu'il en parle. Et il en parle. Et nous, le but de tout ça, c'est de déstigmatiser. Désacraliser c'est la chose. déjà Bien sûr. énorme. Alors, montrer- Synepsie, vous existez, excusez-moi, je vous ai coupé, vous existez, le Synepsie existe depuis maintenant plus de 5 ans. J'en ai jamais fait, très honnêtement. Très concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent comment se décline l'événement ? J'arrive, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui découvre Synepsie ? Alors, vous serez déjà accueillis chaleureusement. Non, mais au-delà... Oui, Non, bien c'est sûr. important. On ne va Oui. pas vous laisser rêver entre vous. Au-delà de Big l'accueil, hug. comment va se décliner ma journée Voilà, en tant que Voilà. personne qui a plein de questions sur la jalousie ou Absolument. postpartum ou peu importe le thème. C'est très bien. Alors, vous arrivez, il y a une équipe d'accueil, dont Aline, moi, d'autres personnes. Ensuite, les personnes s'installent. Il y a aussi l'ouverture, c'est-à-dire que là, cette année, on sort de la fac. Donc, on va être dans un cinéma. Le cinéma Ritz, c'est un magnifique espace que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, il y a monsieur le doyen
qui va faire l'ex-doyen et ministre, M. Zerouali, qui va inaugurer. C'est très important pour nous. Professeur Habib, d'autres personnalités dans le domaine du médical qui vont inaugurer. Et après, on lance de suite un film documentaire. Et on va aborder le vendredi la jalousie. On va commencer par l'enfant. Parce que ça aussi, c'est important. Donc, on lance un documentaire, un petit film. Et le débat, après le film, on ouvre la discussion dans la salle. Avec donc des questions-réponses avec le public. C'est l'avantage du Cinepsi, c'est que vous pouvez poser toutes les questions. Et très souvent, ce qui se passe pendant le Cinepsi, c'est que ça devient, des fois, des séances de thérapie collective. Mais c'est incroyable. Et ce qui me touche, moi, chaque année, il y a quelque chose qui se passe pendant le Cinepsi, c'est qu'il y a des familles qui viennent et qui disent, voilà, elle lève la main, voilà, je voudrais parler d'une telle dame, elle a sa fille qui a ça, ce problème, etc. Et les psychiatres, les professionnels qui sont là, doivent répondre à toutes les questions. Et de manière facile, accessible et simple. Et systématiquement, chaque année, après les pauses café, là, cette personne, parce qu'après les gens sont à l'aise, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse. À la pause café, au retour dans la salle, les gens se sentent bien. Et très souvent, la dame redemande le micro et dit, ben voilà, la personne dont je parle, c'est de ma fille et c'est moi. Et une fois les larmes. qu'on lève cette barrière justement du regard des autres, on l'a plus aussi au quotidien. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un moment que j'adore pendant le Cinepsi, systématiquement. Il y a le coming out. Oui, voilà. c'est le coming out. Et moi, systématiquement, je pleure, les gens pleurent. Et en fait, pendant 2 jours, il y a un petit... Une bulle. Voilà, une bulle. Mais je sais que les gens reviennent. Un safe space, en fait. Un espace qui est sûr pour tout le monde. Qui puisse s'exprimer. On va revenir sur ça dans un moment. Entre-temps, vous connaissez le Raid Solidaire Sahraouia, vous m'avez dit. Absolument. Oui, vous, Aline? Oui, aussi. Très bien. Et donc, Amine, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui par sa présence, mais plutôt par sa voix, va nous faire une rétrospective de la 11e édition de Sahraouia. Ce raid qui s'est déroulé à Dakhla du 1er au 8 février et qui a réuni des participantes venues du monde entier dans un beau challenge sportif, associatif et solidaire. On l'écoute. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. Ah bon? C'est quoi le sujet? Non, taisez-vous! Quoi? C'est le billet de Amine. Bonjour tout le monde. Alors s'il y a bien un événement sportif qui nous arrache toujours un sourire de satisfaction quand il a lieu, c'est bien Sahraouia. Un sourire de bonheur et une grosse bouffée de reconnaissance pour tout le courage et la résilience des femmes qui y participent. Tant ce raid multisport est tout sauf un long fleuve tranquille. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Sahraouia, c'est un exercice physique et mental de dépassement de soi, un chemin de croix sportif qui dépasse la simple compétition. Parce que sur Sahraouia, votre principal adversaire c'est vous et rien que vous. Alors Sahraouia, ça se passe depuis 2015 dans les splendides décors des environs de Dakhla, entre désert et océan, où pendant une longue semaine, des participantes venues des 4 coins du Maroc et d'ailleurs s'engagent dans une série d'épreuves exigeantes. VTT, trail, course d'orientation, run and bike, trail de nuit, descente en rappel, canoë, bootcamp et bien d'autres joyeusetés. Alors une semaine durant, ces femmes s'extraient de leurs conditions naturelles et viennent, souvent au bout de leur force, tester leurs conditions physiques, leur détermination mentale et leur esprit d'équipe. Du coup, ça rit beaucoup, ça pleure beaucoup, ça crie beaucoup, ça transpire beaucoup. Et tout ce maelstrom d'émotions finit par bruyamment exploser le dernier jour, comme un exutoire, dans un bel exercice cathartique qui fait vraiment plaisir à voir. Et c'est un bel euphémisme. Et là où Sahraouia pousse le curseur un peu plus loin, c'est que ce n'est pas seulement un exercice de promotion du courage et de la détermination de la femme marocaine. C'est aussi une belle idée de profonde solidarité, puisque chaque participante soutient une association qui œuvre pour de jolies causes, que ce soit les enfants malades, les femmes dans des situations précaires et difficiles, bref, le spectre est large et a largement de quoi faire. C'est donc naturellement qu'on a essuyé les mêmes larmichettes que les participantes à leur arrivée ou à leur remise d'échecs aux associations. Mais on l'a fait discrètement parce que c'est bien connu, nous les hommes, on ne pleure pas pour ces futilités au risque de passer pour des fragiles. Par contre, on peut verser des torrents de larmes si la Fédération royale marocaine de foot continue de laisser couler notre botola qui va dans tous les sens pour nous s'occuper que du joyau de la couronne, cette équipe nationale qui brille comme une émeraude. Tout va de travers ces dernières années dans notre championnat. Des clubs en faillite qui vivent au-dessus de leurs moyens,
Des matchs horribles à huis clos où on entend les bantous se faire des déclarations d'amour à mots d'oiseau. Un arbitrage catastrophique qui cultive les suspicions. Et tout ça n'a jamais dérangé personne côté fédéral jusqu'à soudain, hier. Un communiqué de la Fédé qui annonce une réunion qui a réuni aujourd'hui même le président fédéral, le président de la Ligue qui gère la Botola et les 32 présidents des clubs de première et seconde division. Bref, tous les acteurs de cette joyeuse comédie théâtrale. Pourquoi aujourd'hui, en plein milieu de saison? Personne ne sait. Mais le départ soudain, le mois dernier, de près de 50 joueurs de notre championnat vers la Libye, qui n'est pas non plus connu pour être un Eldorado footballistique, a dû faire mauvais effet et réveiller un peu les consciences. On en saura certainement davantage dans les jours qui viennent, parce que pour l'instant, dans le communiqué qui annonce la réunion, 2 ordres du jour seulement. La prière et le repas qui va suivre. Alors on peut supposer que par pudeur, ils ont oublié de mentionner la sieste aussi, qui est indispensable après le couscous, comme on le sait tous. On te remercie, Amine. On te souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et on vous invite effectivement à aller voir de quoi il s'agit, ce Raid Solidaire Sahraouia. C'est une très belle expérience. Peut-être que vous serez motivé à participer vous-même. Rimel l'a fait. Oui. C'était comment? C'était incroyable. Je pense que c'était l'une des aventures qui m'a le plus marquée. En tant que journaliste ou en tant que participante? Non, en tant que participante. Bravo. Ouais. Moi, je le savais. Et en fait, moi, couvrir, ça me dérange pas, mais le faire. Non, tu sais que même couvrir, c'est très fatigant. Oui, tu fais des pauses, c'est bien, tu choisis. Non, mais fais faire pas. la bicyclette. Tu suis Faire toute mais la j'ai journée. sur du sable, mais oui, je du sais. sable. Mais c'est ça. Bon courage. Non. Mais vous savez, à la fin de chaque journée, en fait, on nous envoyait le tableau final, tu sais, du classement. Bon, nous, on savait, il fallait juste directement partir à la fin du tableau. Vers le bas. Tout en bas, ouais. Ouais, chaud. Bon, expérience humaine. Peut-être que tu le referas une autre année, tu seras en haut du tableau. On revient à notre sujet. Alors, on a la période du postpartum. C'est une période qui est très délicate mentalement pour la femme. Mais dans la culture marocaine, on a quand même des traditions qui permettent de prendre soin de l'aspect physique de la femme qui vient d'accoucher. Des recettes, une alimentation particulière, etc. Mais de l'aspect mental. Alors, on entend beaucoup une phrase. Oui, absolument. Et puis, vous avez parlé de tradition. Donc, il y a l'entourage qui est là. La femme qui vient d'accoucher, elle est presque prise en charge. Donc ça aide le mental. Même si elle ressent une forme de dépression, il y a un relais. Tiens, donne-moi ton bébé, va dormir, repose-toi. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais, exactement. C'est plus le cas. Mais c'est la société qui veut ça aussi. Il y a les grands-parents qui sont... Parce que comme on a des enfants plus tard, des fois les grands-parents sont trop âgés pour pouvoir gérer en fait le petit. Il y a les tantes ou la famille qui s'est éloignée. C'est le noyau familial qui se rapetisse petit à petit. Exactement, donc on se retrouve souvent seul face à devoir gérer tout ça. Et moi, ce qui m'avait tuée, dont je suis très jalouse d'ailleurs, je crois que c'est en Corée du Sud. Il y a des hôtels spécifiques pour les femmes qui viennent d'accoucher. On appelle ça un confinement d'ailleurs. Oui, et elles sont confinées pendant 1 mois dans cet hôtel où il y a une nounou qui est là 24 heures sur 24, où elles sont chouchoutées à base de massage, à base de nourriture adaptée, où la nounou elle est là 24 heures sur 24, qui va prendre le petit, elle va leur donner les petits conseils qui nous manquent parce que quand on a le petit pour la première fois, on ne sait pas quoi faire avec ça. On se dit bon, on va le casser, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout avec le cordon ombilical, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va pourrir? Donc on se pose tellement de questions. Et finalement, ce mois-là, dans cet hôtel, qui est, on dirait une suite de luxe, un spa, la femme, elle est totalement entourée, totalement accompagnée, totalement poussée, chose qu'on perd énormément. Oui, bon, revenons quand même à la réalité un petit peu. Mais en ce qui concerne effectivement le postpartum, j'ai oublié ma question. Vas-y, poursuis. J'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Beniza? Est-ce qu'on est assez outillé pour soutenir la femme pendant la période du postpartum? Et alors, est-ce que le mari a un rôle à jouer? Absolument. Comme vous avez dit, les familles rétrécissent. On va vers une ère et on va vers l'individualisme. C'est des micro-familles, alors que c'est toute la famille qui venait. Maintenant, la famille se réunit, il faut appeler avant de venir. C'est pour les occasions. Tout le monde est pris par plein de choses. Des fois, ils sont pris juste par leur téléphone. Puis, il y a beaucoup de choses qui se modifient. Donc, dans la relation à la famille. Et le mari, puisque c'est fait à 2, donc le mari doit être plus présent. Et j'observe certains maris qui prennent le relais discrètement. Je pose des questions et ils sont là. Ils sont présents. Mais ils n'ont pas l'outil.
Donc, Ils sont pas assez équipés, outillés. Puis voilà, pour certains, c'est même par rapport à sa virilité, il va appeler sa mère. Alors, si la femme ne s'entend pas avec la belle-mère, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Alors qu'avant, il y a encore quelques décennies, c'était toute la famille qui venait, tout un village. Oui. Peut-être pas un village, mais plusieurs personnes qui sont là et qui sont solidaires. Par manque d'expérience, je parle par manque d'expérience, ça dure combien de temps le postpartum? Alors tout dépend. Alors, j'ai vu des cas au centre psychiatrique universitaire, j'ai vu des dames qui ont eu 6 à 7 mois, et vraiment avec traitement à l'appui. À l'étranger, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le postpartum. Je trouve qu'il n'y en a pas du tout faites au Maroc, qui parlent de taux de suicide chez les femmes, qui parlent donc du taux de postpartum, parce qu'il y a le postpartum et la dépression aussi sont deux choses différentes. Elles sont liées. Elles sont liées, mais c'est vraiment deux cas, parce que postpartum est souvent considéré comme plus court et que ça arrive et que c'est normal. Tandis que la dépression est une conséquence du postpartum mal accompagnée et qui peut vraiment arriver à des choses comme on en parlait tout à l'heure, finalement devoir tuer ses enfants, se suicider. C'est arrivé à un stade quand même. C'est assez exceptionnel. Mais on manque de données. Oui, pour moi, on manque de données, et c'est pour ça aussi que le Cinepsy va aborder ces sujets-là. Créer la discussion. La jalousie. Ça, la jalousie, quand on y pense, on dit souvent que c'est un vilain défaut. Oui. Mais là, vous allez l'aborder d'un point de vue psychiatrique. Donc. Et psychologique. Comment vous comptez justement décliner les débats sur la jalousie? Alors ça, on va donner la parole aux gens, et puis bien sûr, on va un peu orienter quand même les débats, parce qu'il faut savoir que les gens qui vont assister ne sont pas des professionnels. Mais pourquoi c'est un thème particulier? C'est un thème particulier. Je trouve que ça intéresse quand même c'est pas comme la schizophrénie ou les autres maladies psychiatriques. Là, c'est quand même un phénomène assez inhérent à nous, quoi, en fait. Et le problème, c'est quand ça arrive à un taux important et ça génère des violences. À quel moment c'est normal la jalousie qui devient psychiatrique en fait. Parce qu'elle est perçue déjà comme une émotion normale. Mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Il y a différents À quel moment stades. ça devient problématique en fait? Psychiatriquement problématique, c'est là où c'est... Ça, c'est quand ça atteint un paroxysme, c'est-à-dire ça génère des violences, ça peut arriver même jusqu'au meurtre, parfois. Mais là, c'est un autre degré, parce qu'il y a différents degrés dans la jalousie. Bon, il y a la jalousie qu'on connaît plus ou moins tous, mais ça, c'est la jalousie gentille, entre guillemets. Mais on ne peut pas traiter la jalousie avec des molécules, alors on fait quoi? Alors, ça se traite, parce que la jalousie n'est qu'un symptôme. C'est qu'un symptôme d'un mal-être. Il faut savoir que c'est une question de perte. On est jaloux de quelqu'un parce qu'on l'envie pour certaines choses. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent se mettre en place. Et c'est très souvent lié ou à un manque d'estime de soi, à une histoire. J'ai envie de le dire comme ça. Une personne qui n'a pas eu d'affection, qui se retrouve face à quelqu'un qui est épanoui, heureux, etc. Ça peut être des collègues. Elle a sa vie qui est parfaite, entre guillemets, et l'autre, cette personne qui ressent la jalousie, par exemple, travaille avec elle, mais elle voit que l'autre évolue, est heureuse, et elle souffre de ça. À quel moment ça devient pathologique? Quand la personne commence à avoir des idées de détruire l'autre, de porter atteinte à l'autre, de lui faire du mal, de casser son image. Et là, après, ça peut aller vers des actes. Et donc, très souvent, ces personnes-là ont une problématique psychologique. Tout est lié au psychologique. Est-ce qu'il est déjà arrivé, pardon Salma, une dernière question, je sais que le temps passe, est-ce qu'il est déjà arrivé en 5 ans qu'une personne qui soit dans le public, qui est venue poser sa petite question, passe de l'autre côté, vous accompagne parmi le staff dans le cadre de Cinepsy? Oui, chaque année, il y en a au moins. Voilà. C'est le but. Voilà, c'est le but. C'est-à-dire que dans le sur scène... Oui, absolument, bien sûr.
Il y en a plusieurs je ne dis pas qui, mais c'est des personnes qui sont des patients, des personnes que j'ai accompagnées, qui ont des usagers de la psychiatrie et qui font partie de l'équipe. Mais vous allez rien voir parce que justement la problématique psychologique et psychiatrique n'est pas visible. Oui. Donc si on ne le sait pas, la personne est complètement normale. Elle fonctionne comme vous et moi. Très bien. On reviendra à notre sujet. En attendant, on est chez Safia. Le moment est venu pour un dérapage contrôlé, comme chaque semaine. Cette fois, Safia a choisi de nous parler d'une nouvelle télé-réalité en vogue. Qui ici est fan de télé-réalité? À l'époque, je regardais beaucoup, Secret Story. Ah oui, j'adorais les télé-réalités. Non, pas les Marseillais. Madame? Mon Dieu. Alors, Secret Story, c'était à ses débuts. Love Story. Non, Love Story. Love Story, c'était quel le préjugé. début. Tu sous-entends qu'elle ne peut pas regarder Secret Story? Non, elle a dit à ses débuts. À ses débuts. Je parlais le début, la Avant, première. c'était Love Story. Voilà, la première, c'était... Mais c'était quelque chose de nouveau, donc vous voulez voir à quoi ça j'étais ressemblait. Non, moi, pas Le du tout. pire, J'ai pas votre tasse de thé. Ah non, pas du tout. J'ai honte parce qu'à l'époque, je vivais en France et j'appelais pour encourager. Non, mais je pense que pour la télé-réalité, laquelle je vais bipolaire d'ailleurs. Oui, mais pour la télé-réalité de je vais parler, je pense pas que vous allez appeler. Hein. Il y a là. Ah non, C'est non, le dérapage fini, contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Je pensais avoir tout vu, que le monde ne pouvait pas plus partir en vrille, mais quelle erreur de ma part, que je suis naïve. Je ne vais pas parler de politique ou d'environnement parce que là, on gagne la palme d'or, mais de télé-réalité. On est passé à des émissions où des inconnus s'enferment dans des maisons pour je ne sais pas quoi faire, des couples qui testent leur fidélité, des personnes qui cherchent l'amour ou encore qui testent leur capacité à vivre dans la nature, et ce pour le plus grand bonheur de notre côté voyeur. Aujourd'hui, on est monté en grade avec l'émission anglaise Go Back to Where You Came From, ou en français, Retourne d'où tu viens. J'explique le concept. 6 candidats répartis en 2 groupes. Chaque trio est composé de 2 personnes farouchement opposées à l'immigration, pour ne pas dire raciste, et une autre que je pense a le rôle de temporiser. Le premier groupe a été envoyé en Somalie, à Mogadiscio, et le deuxième à Raqqa, en Syrie. À titre informatif, ça a été tourné avant la chute de Bachar el-Assad. Bref, pour l'heure, seul le premier épisode est sorti outre-Manche. Je l'ai vu. Je ne m'en remets pas. Déjà la voix off est dans le pathos misérabilis, tout ce que j'exècre. Bref, avant leur départ, le discours est écœurant. Je vais essayer de le répéter, celui de Dave, chef à Nottingham, sans vomir. Écoutez ça. Je voudrais que la Royal Navy pose des mines le long des côtes et fasse exploser les bateaux clandestins. C'est comme des rats. Ils continueront de venir si on les laisse, on se fait envahir. Dans l'autre trio, envoyé lui en Somalie, les 2 anti-immigrations sont répugnants, en voyant l'état dans lequel est Mogadiscio, une ville qui, je le rappelle, est en guerre civile depuis près de 20 ans. Il l'a comparé à un trou à rats et comble de l'horreur, il se demande comment pourrait-il s'occuper de nos jardins quand on voit l'état des leurs. Je fais une pause pour me calmer parce que ça devient pire. Alors qu'ils sont dans un camp de réfugiés, que les femmes expliquent qu'elles sont violées à répétition, qu'elles sont mariées de force dès leur plus jeune âge, qu'elles leur montrent les épines d'un arbre avec lesquelles on les excise. Oui, excise. Les Anglais demandent « Pourquoi vous faites des enfants si vous n'avez pas d'argent ?» Foutue réalité. Vraiment, ce ne sont pas les beaux pays qui sont en guerre. Pour ceux qui nous regardent sur les réseaux, je ne mettrai pas d'extrait vidéo parce que je refuse de participer à cette émission morbide. Pour les réalisateurs, c'est une émission pédagogique qui rend le sujet de l'immigration plus accessible. Ok. À ce moment-là, faites bien les choses, parce que ce n'est pas la mère de famille ou le chef cuistot qu'il faut éduquer. Je propose comme candidat Donald Trump, pour peut-être qu'il pense à 2 fois avant d'arrêter le programme d'aide américain. Je propose Emmanuel Macron, qu'on l'envoie dans les hôpitaux ou les écoles pour qu'il comprenne l'impact de ses coupes budgétaires. Je propose aussi Ashraf Ghani, président afghan, qui vive comme une femme dans son propre pays pour qu'il sache ce que c'est de ne plus être maître de son propre corps et de survivre comme une prisonnière. J'enverrai Benyamin Netanyahou à Gaza pour qu'il sache ce que c'est la faim, la soif, la maladie et la peur à chaque bruit d'avion. Ou en Cisjordanie occupée, pour qu'il vit lui aussi une expropriation et d'avoir l'impression d'être un citoyen de seconde zone. Enfin, même pas un humain. Je dérape, mais au moins, moi, je me contrôle. Finalement, avec du recul, c'est terrifiant. Vous vous rendez compte qu'en 2025, le monde va tellement droit dans le mur que l'empathie doit s'apprendre dans des émissions télé-réalité. Bon, moi je suis pas d'accord avec toi surtout, parce qu'on est quand même dans le sensationnel, etc., etc. Donc ça fait partie un peu, c'est quelque chose qui cultive, tu vois, le côté sensace de la chose, sinon ça ne ferait pas vendre, donc il y a quand même une industrie derrière. Après, ne me regarde pas comme ça avec les gros yeux. J'attends la suite. Il y a quand même une industrie derrière. Et puis quand même, le pitch est pas mal, je trouve. Je trouve, en fait, sa façon d'être fait, c'est pas... Non. Le pitch de la... C'est racoleur. En plus, tu sais que le pire,
C'est Oui, qu'à mais la fin, bon, on est en c'est qu'à la 2025. fin, à la fin, tu sais comment ils doivent rentrer eux aussi sur un bateau et traverser la Manche pour rentrer chez eux. Oui, Non, ils sont désolée, surveillés. ça, c'est faux, parce ils sont que- surveillés. Et il y a les Voilà. comment ça s'appelle Ils Il y a les les laisseront pas se noyer quand non, même. non, bien sûr que non. Non, mais Donc ça ils se sont fait sous haute surveillés. sécurité, bien Ils sûr. n'ont pas peur que les passeurs les jettent par le bateau. Ils n'ont pas peur que le bateau prenne l'eau. Et c'est pas les. Oui, mais le pitch est pas mal, de se mettre dans la peau d'un migrant pour peut-être faire changer justement le regard de ces personnes qui sont anti-immigration, etc. Mais, donc en fait, pour être empathique, ils ont besoin de passer par une télé-réalité. Moi, c'est ça. Peut-être, il faut tout C'est tenter. triste. Bon, après, il y a une grosse Bah, industrie, il faut moi, pas plonger dedans. Après, je suis même partie chercher à quel moment Oui. on apprend l'empathie. Bon. J'ai découvert que maintenant dans les écoles, ils essaient d'apprendre l'empathie aux enfants. Oui, mais Alors que- je pense que le téléphone nous a pas rendu service, ne rend pas service aux Il nous a aux désensibilisés en quelque Désensibilisés. sorte. Regardez l'exemple en France, je suis désolée, je parle de le gars qui est sorti parce qu'il a joué à Fortnite et qui est sorti, qui a poignardé Ah oui, la l'année petite. dernière, oui. Aucune empathie, il la connaît, il la voit. Donc, je suis désolée, on est dans une insensibilisation et un contrôle mental des gens. Voilà, vous allez devenir, parce que moi je résiste, les générations à venir, vous allez être formatés et c'est en cours. Et Vous seriez très bien entendu avec Amine. On va passer à des il choses est un où peu Il est où, Amine Il est où plus positives. On revient à Cinepsi Maroc. Vous allez recevoir un très joli parterre d'intervenants cette édition. On a Hanan Fadeli, on a l'écrivaine Norika, on a Driss Jaidan, on a Clara Gila Clara Ksous, qui est artiste de l'UNESCO pour la paix et ambassadrice pour la paix aussi. Alors comment s'est fait le choix de vos intervenants ? Le choix a été difficile. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été difficile. Clara, elle interviendra en visio, je pense. Elle ne pourra pas être là, mais Madame Fadili, elle a souhaité participer ou c'est toi qui lui as demandé ? Non, elle a souhaité. Elle est très engagée. Elle est très engagée. Sous quelle forme elle ça sera, va être des petits des capsules en fait. Ouais. L'humour au service de... Alors non, pas d'humour. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'elle a accepté pour le Cinepsi de casser son personnage et l'humain. Vous verrez, pour aller vers quelque chose qui va surprendre tout le monde, ça c'est clair. Mais en liaison bien sûr avec notre sujet. Bien sûr. Oui. Sur la jalousie, Donc, ça aurait été difficile de faire de l'humour sur ce sujet, non, je pense. Si, je pense. Mais bon, c'est pas le propos. Peut-être que ça n'aurait pas été forcément bien c'est pas le contexte. contexte. Mais c'est vrai que ça peut. Voilà. D'accord. Alors, docteur Bniza, vous êtes psychanalyste, psychothérapeute et vous avez exercé pendant 16 ans au centre psychiatrique Ibn Rushd, donc dans un hôpital public. Oui. Comment jugez-vous la prise en charge des maladies mentales chez nous au Maroc ? Est-ce qu'elle est suffisante ? Est-ce qu'on a assez de lits ? Est-ce qu'on a assez de médecins ? Est-ce qu'on a assez de compétences ? Est-ce que c'est aussi effrayant qu'on voit dans certains, reportages parfois où on parle de Bouya Omar, où tous les, je vais mettre entre guillemets, les fous sont enfermés et dans des conditions... Alors Bouya Omar n'existe plus, les filles. Mais tout le monde garde en fait cette image dans il faut l'enlever. Il n'y a plus Bouya Omar. C'est cause non. C'est vrai que pour l'enlever, les gens n'ont pas comme réflexe d'aller faire un tour dans un hôpital psychiatrique pour voir. C'est le grand méchant loup. Le 36, on peut faire peur avec le 36, mais personnellement, depuis que j'ai intégré, il y a 16 ans, j'ai vu une évolution, mais grâce aussi au chef de service. Le premier, c'est le professeur Moussaoui, Driss Moussaoui, qui est pour moi, pour beaucoup, le père de la psychiatrie marocaine. Et quand je suis arrivée un jour en demandant à faire un stage, et qu'il m'a dit vous êtes la bienvenue, c'est l'art-thérapie. Voilà, et il m'a demandé de rester. Donc ma vie, moi aussi, a changé. Mais on a créé l'unité d'art-thérapie. Est-ce qu'il y a des gens qui résistent à l'art-thérapie qui vous demandent des molécules ? Alors moi, je ne donne pas de molécules. Moi, je soigne, j'aide, du moins modestement, à aider l'autre à se recréer à travers plusieurs supports, la psychanalyse, la créativité, la psychothérapie.
Mais dans certains cas, la molécule est obligatoire. Oui. Mais ça se complète. Mhm. Et au centre psychiatrique, les patients, ils avaient leur molécule, mais ils avaient l'art-thérapie. Un accompagnement. Bien sûr, c'est important. Le seul hic chez nous, je vais le dire, je mets les pieds dans le plat, c'est qu'on n'a pas encore compris qu'il fallait travailler à plusieurs, en équipe. Quand j'étais à l'hôpital, on travaille en équipe. Mais dès qu'on sort de l'hôpital public, dans le privé, c'est chacun, parce que chacun pour soi. Et ça, c'est pas exceptionnel. Donc pour vous, les approches complémentaires sont obligatoires, essentielles. Oui. Ailleurs, mais vous imaginez, même dans des petits patelins en France, quand il y a des personnes qui sont prises en charge, toute l'équipe se réunit, discute, et la personne, elle a une vie tout à fait comme vous et moi, normal. Et c'est peut-être ça le but et la panacée du synepsie. Quelle serait l'étape essentielle ou le petit ingrédient secret pour une vraie déstigmatisation de la maladie mentale chez nous au Maroc? Alors, l'école. L'éducation. Voilà, l'éducation. C'est fou, à chaque fois qu'on pose cette question à nos invités, quel que soit le thème, c'est toujours l'éducation. Oui, parce que petit, la base. moi qui suis née en 1824, vous savez, c'est une blague qu'on fait à Amine tout le temps. Donc aujourd'hui, il est où? Il est retourné avant Jésus-Christ. Quand j'étais dans une école, il y avait les leçons de morale. Les leçons de morale, c'est-à-dire qu'on avait tous les jours, le primaire, une leçon de morale, où le maître ou la maîtresse nous disait, voilà, on ne vole pas, on ne ment pas, et nous explique. Et ça se fait tout petit. Je suis prête, on est prêt avec l'association Synepsie à aller dans les écoles. Vous avez déjà demandé à aller dans les écoles? On le dit, chaque synepsie, et en fait, dès que le synepsie... Ça ne résonne pas trop. Ça ne résonne pas. Alors, le ministère de l'Éducation, si vous nous entendez... Oui. Les établissements privés si vous aussi. Écoutez. Bien sûr. Voilà, tous. On voudrait... Enfin, Synepsie voudrait intervenir dans les écoles. Bien Tout sûr. à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un avant... Attends. Pardon. Mais pour Aline, pour vous, quelle est la clé de la déstigmatisation de la santé mentale au Maroc? Déjà, je pense que ça commence par les parents. L'éducation des parents, après l'école. Mais comme tu l'as dit, ouais, effectivement, on avait les leçons de morale, l'éducation civique aussi, quand j'étais petite. Ouais. Tout ça pour... En 1714. Hein. Ah ouais, parce que moi, elle, c'est 1824, moi, c'est 1714. Moqueuse. On représente toutes les générations ici. Moi, je pense que c'est la base, mais c'est la base de tout, l'éducation familiale et puis une ouverture d'esprit aussi. Oui, mais Aline, c'est ça qui manque ainsi. Je suis d'accord, aussi, mais un petit peu. Tu parles des parents. Ouais. Quand tu as les parents qui eux-mêmes stigmatisent, quand tu as des parents qui ont un enfant qui a un problème et qui vont aller voir le frère ou là qui vont... c'est pour ça que je t'ai dit, c'est les enfants. La famille, mais l'école aussi. Je trouve ça un peu bizarre, par exemple, si les parents ne sont pas ouverts à cette idée-là, même si l'école va leur enseigner, c'est compliqué d'être en contradiction entre le parent et l'école quand on est enfant. Je suis pas d'accord. Je pose la question. Peuvent corriger les parents dans certains cas. À un certain âge, je sais qu'au bout d'un moment, on éduque nos parents, mais c'est pas quand on a 5 ans, 6 ans. C'est pour moi, je sais pas si l'enfant est assez fort pour pouvoir aller en contradiction avec leurs parents. Alors, ça dépend comment on va l'aborder. Si, je reparle du synepsie, parce que je suis là pour ça, on projette un film qui parle, par exemple, de la jalousie. Parce qu'il y aura, par exemple, c'est un petit animé sur la... Et on laisse les enfants parler. On leur explique. L'enfant, il rentre chez lui, il va dire à ses parents. Le parent, il ne vient pas tous les jours à l'école pour demander quel est le programme. Donc, il y a déjà quelque chose qui se passe. Après, le rôle de l'école, c'est de faire, dans l'idéal, se réunir tous les mois, etc., faire un petit débat, etc., ce qui ne se fait pas. Absolument. Voilà. Oui. Tout à l'heure, j'ai juste une dernière question. Non, attends. Non. Il nous reste très peu de temps. Vas-y. Yallah, tu vas nous emmener à Paris pour le sommet de l'action. Je ne veux plus faire ma chronique. J'ai posé ma question. Je m'en fous, note ta question, je sais pas. Alors, tu nous dis que c'est un événement qui fut plein de j'y vais parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on y va. Radio 2M, l'hebdo.
Mais on a eu droit tout à l'heure, je vous l'ai dit, au Davos de la Tech. Donc le gratin mondial de l'IA était réuni les 10 et 11 février à Paris. Et tout à l'heure, quand j'ai entendu vos propos, on va tous devenir des zombies et tout, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Les milliards continuent de pleuvoir pour développer l'intelligence artificielle dans le cadre de ce sommet autour de cette technologie. Rien que dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a promis, tenez-vous bien, 109 milliards d'euros d'investissement dans les années à venir. Alors sur les 109 milliards d'euros, beaucoup sont des investissements étrangers, 50 milliards des Émirats, 20 milliards du Canada, 10 milliards du Royaume-Uni et presque pas grand-chose de français. 60 pays, dont le Maroc, la Chine, la France, l'Inde, l'Union européenne et la Commission de l'Union africaine ont signé la déclaration finale, un texte donc en faveur du contrôle de l'IA, d'une IA plus responsable, plus juste, plus durable aussi, donc enjeu sociétal, économique, diplomatique, attention. Beaucoup de choses qui ont été dites durant ce sommet, 109 milliards c'est bien, de rêver donc de grands data centers européens, africains, mais si ces data centers servent à faire tourner des API, donc des interfaces de programmation, enfin des applications comme OpenAI, DeepSeek ou Facebook, ça ne servirait pas à grand-chose non plus. Plusieurs pays se sont associés aussi, soutenus par des grands patrons de la tech dans le cadre d'un partenariat baptisé Current AI, doté d'un investissement initial de 400 millions de dollars pour une IA plus responsable, plus transparente cette fois. Mais il fut un temps où l'intelligence artificielle rassemblait, un temps où l'IA elle-même incarnait le multilatéralisme. Que nenni, c'est terminé. De la même manière que nos aînés ont vécu la course à l'espace dès la fin des années 50, Team URSS, Team USA. Cette fois, c'est la course à la tech. Le vice-président américain, qui a effectué dans le cadre de son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction, s'est montré très offensif à ce sujet. Les États-Unis sont les leaders dans l'IA, dit-il, et notre administration entend qu'il le reste. Donc les États-Unis, vous l'imaginez bien, ne figurent pas parmi les signataires. Washington craint une régulation excessive. Il a mis l'Europe en garde contre toute réglementation qu'il jugerait trop agressive envers les géants américains, notamment après l'annonce de Stargate, ce plan d'investissement dans l'IA américain à hauteur de 500 milliards de dollars. De quoi donc laisser entrevoir deux visions opposées du monde en matière d'IA. Alors réguler l'intelligence artificielle ou laisser vivre une industrie en plein essor. L'IA est-elle neutre selon vous? Quoi qu'il en soit, ce sommet pose une nouvelle réalité géopolitique. Moi, ce que je retiens, c'est beaucoup de flou. Ouais. T'as rien compris. Non, beaucoup de flou. Non, mais pourquoi tout cet argent alors qu'ils viennent avec le DeepSeek qui vient d'arriver, ils se sont rendus compte que ça coûtait beaucoup moins cher et que finalement c'est tombé dans la bourse. Je comprends plus rien. En fait, ils m'ont perdu. Là, il allait nous dire ils t'ont perdu. Là, il faut juste retenir que c'est deux blocs comme avant. La guerre froide. Voilà, guerre froide en termes d'intelligence artificielle. Chacun veut faire dans son coin, comme en matière de psychanalyse. Du coup, chacun veut travailler dans son coin sans donner à l'autre. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle risque de nous poser un vrai problème de santé mentale dans le futur? C'est déjà avec, parce que c'est un outil qui peut être utilisé pour le harcèlement, pour le chantage, pour modifier des photos. Mais c'est déjà le cas et c'est très grave. Il y a quelques années, il y avait la baleine bleue. Oui, vous savez le nombre de personnes voilà. Et ça, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, elle challenge aux médicaments, pas l'antihistaminique. Là. Donc, en fait, tu en prends et donc il y a des enfants qui meurent comme ça. Voilà. C'est une histoire de contrôle, de consommation. Donc, l'intelligence artificielle, c'est non. Là, on ne parle pas de réseaux sociaux, on parle vraiment d'IA. Oui, là, c'est non. L'harcèlement, quand on se fait harceler à l'école avec des photos qui sont totalement transformées avec le deepfake. Quelqu'un peut prendre votre photo et vous dénuder complètement. Donc non en toutes circonstances. Ça, c'est le côté néfaste de l'intelligence artificielle. Elle peut être utilisée à bon escient, mais malheureusement, je crois que ça sera utilisé à mauvais escient. Ou peut-être que les mauvaises escients sera psychologie. Il y a un phénomène en psychologie, parce qu'il y a un phénomène qui se fait d'ailleurs, qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est des personnes qui utilisent ChatGPT aujourd'hui ou n'importe quelle intelligence artificielle pour demander des conseils justement. Voilà. Ils ont fait une étude, il paraît que pour la thérapie de couple, ChatGPT était mieux qu'un... Oui, certainement. Pour les thérapies de couple. Oui, pour la première séance. Après, donne-lui des problèmes spécifiques et bien poussés. Bien sûr, il faut de l'humain. Et là, je suis sûre qu'il va bugger. Moi, je vais faire simple. Je vais vraiment... Ils sont en train de les générations, en train de contrôler. C'est le contrôle. Oui, ça c'est certain. C'est tout. Il n'y a que ça. Et pour devenir consommateur et suivre, si vous rentrez dans cette case, vous ne rentrez pas, vous êtes le paria. Et et si vous n'avez pas les moyens de rentrer dans ça, vous êtes un paria. Voilà, c'est peut-être ça les deux.
Alors, Oui, pour moi, moi, je suis c'est convaincue non. qu'on peut avoir un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et puis, Mais c'est Vas-y, tellement pose ta fort. ma question que je voulais poser tout à l'heure, donc vous aviez dit qu'il y avait un avant, un après en matière de prise en charge pour donc les patients grâce justement à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Est-ce que selon vous, mais on n'a toujours pas d'avant, après en matière de postpartum, est-ce que selon vous le chemin il est encore un Pour peu le compliqué? postpartum, Oui. Oui, il y a encore du travail. Parce que ça reste... là, déjà, on va en parler, mais ça reste confidentiel. C'est la naissance, c'est entre la maman. Ça reste confidentiel parce qu'on attend de voir la dame vraiment pleurer, à être dans un état de dépression. Elle ne se lave plus, elle se laisse aller, elle refuse de toucher le bébé, elle le rejette. Il y a même des mamans qui disent « c'est pas le mien ». Donc, on attend que ça passe à l'extrême pour aller voir le Il y a médecin. aussi la psychose postpartum aussi qui peut toucher c'est certaines assez femmes. exceptionnel. Oui, hein. mais c'est rare. Oui, c'est assez rare. Là, je parle de ce qu'on voit assez Moi, je régulièrement. trouve ça ahurissant qu'il n'y ait pas de chiffres et pas de données. Bah, va ça venir. c'est bien connu, c'est Ça un va problème. venir. Non, c'est en train de... Vous savez, Ouais. les choses se Font petit se à régulent. petit. Voilà, petit à petit, mais elles se font. Alors il nous reste Chez nous, elles se font. Il nous reste quelques petites minutes avant la fin de l'émission. Le temps passe très vite quand on est en bonne compagnie. On va Quand clôturer. Amine n'est pas là. C'est pas gentil. Je ne connais pas Audit Sadui. Il acceptera. On va clôturer avec Rimel. Ça tombe bien puisqu'on est le 14 février. Tu vas nous parler de Roméo et Juliette. Exactement. C'est Week-end en couple. Week-end en culture. Du coup, oui, cette semaine, je vous emmène au théâtre, et pas n'importe où, direction le théâtre du complexe culturel, enfin, pour découvrir la réinterprétation de Roméo et Juliette, revisitée par la troupe Tour Art. Alors franchement, je m'attendais à un classique, mais j'étais super agréablement surprise par la prestation de ces jeunes comédiens. Ils ont réussi à moderniser la pièce tout en gardant l'essence du texte original. C'était frais, intense et plein d'émotions. J'ai même réussi à filmer un passage, on regarde. Mais un jour, ça sera quand? Qu'est-ce qu'on sait de la vie lorsqu'on meurt d'impatience? En attendant, c'est lui qui nous aimera. C'est lui. Et à la fin de la pièce, j'ai même eu la chance de rencontrer Sekina Shakir, oui, celle qui a joué Juliette, donc oui, Juliette Chersienne. Elle était tellement passionnée en parlant de son rôle. Elle nous a confié comment elle a vécu cette aventure sur scène. C'est tout de suite, écoutez là. Au top du top, on était agréablement surpris par le public qui était un public assoiffé par les représentations de théâtre, surtout des représentations en français, ce qui nous a permis de vivre l'émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, en espérant de voir notre public très prochainement. En tout cas, si vous avez l'occasion, allez voir cette troupe, vous ne le regretterez pas. On passe maintenant aux événements qu'il ne faut pas rater ce week-end. Alors pour les amoureux de Gnawa, on a Khalid Renem qui vous donne rendez-vous demain à l'usine à partir de 19h pour une soirée 100% Gnaouia. Toujours à l'usine, décidément, c'est le spot du week-end. Le cinéaste Hatim Gérard animera un workshop pour apprendre à réaliser un documentaire. Donc Selma, si tu veux savoir comment filmer ta chienne Léa avec un angle plus dramatique, c'est l'occasion. Côté rap, les passionnés ne seront pas en reste. On a Omar Sagas qui montera sur scène à l'Institut français demain à 19h30. Et enfin, pour rester dans le thème de l'amour, ce soir, on a droit à une conférence qui s'appelle La roue de l'amour, animée par Maria Bishra. Donc c'est une coach qui partagera avec nous sa vision sur le sujet de l'amour, comment l'équilibrer dans nos vies. Franchement, si ça pouvait aussi équilibrer le budget des dîners Saint-Valentin hors de prix, ça serait pas mal aussi. Donc ça sera au complexe culturel d'Enfa à 19h30. Enfin bref, un programme chargé pour tous les goûts. Vous n'avez plus d'excuses pour rester chez vous. Et bien sûr, à ne pas manquer, Cinepsi vendredi prochain. Yes. On vous le rappellera lors Vendredi de prochain, notre épisode de l'hebdo On n'y la manquera semaine pas. prochaine. Pour finir, je vais vous demander en 30 secondes chacune d'adresser un message à tous ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Ça peut être à propos de Cinepsi, ça peut être à propos de la santé mentale, ça peut être une invitation à venir découvrir l'événement, c'est comme vous voulez. Top chrono.
Vas-y, Anne. Alors, venez nombreux parce que déjà, le cadre est magnifique. Ça sort de l'hôpital. Moi, je pense que c'est très important pour les gens parce que quand même, quand on rentre à l'hôpital, au centre, à la fac de médecine, mais bon, là, ça a un côté quand même un peu, bon, je dirais pas ludique, mais je pense que les gens seront intéressés plus pour parler, se dévoiler, et on l'espère. En tout cas, venez nombreux. Ça sera super. Est-ce que l'accès est payant? Inch'Allah. Non, du c'est tout. gratuit. C'est gratuit. C'est le principe même du cinéma. Il y a une inscription qu'il faut faire. Il faut appeler Aline. Bravo. Il fallait que la fasse. Il fallait la faire, je suis mais désolée. j'ai l'habitude. Et on reviendra. Ça fait 50 ans que ça dure, donc j'ai l'habitude. Voilà, il faut contacter Aline, donner le nom, prénom et voilà, un numéro de téléphone et il y a une liste, genre, et c'est gratuit. Voilà, on verra. Et c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. Par Toutes mail, les par éditions. téléphone. Non, Par par téléphone. par téléphone. Oui, par téléphone. Oui. Voilà. Et voilà. Votre message? Déjà, merci. Vraiment, je ne m'attendais pas à une équipe aussi gentille, si mignonne, Merci beaucoup. aussi vive, aussi équilibrée mentalement. Pas mal, hein. Elle ne savez, connaît mon pas mari, bien, elle vous ne le connaît connaissez pas très encore mal, bien, alors. c'est pour ça. Je vais couper ça et je vais le jouer en boucle pour mon mari à la maison. Équilibrer mentalement, c'est très important parce qu'il me dit tu es folle tout le temps. Ah bon Oh, elle a Bah, mis dis tous les donc. œufs dans le même sac. Parlez pas de toi. hein. Non, c'est parce qu'elle ne connaît pas encore très très bien, c'est pour ça, je pense. Là, Non, mais mais arrête, j'observe, laisse-moi voir ce qu'on peut avoir. Non, Non, là, attention, je- elle observe. L'observation. Elle est hein. dangereuse, elle observe. Écoutez, merci. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller consulter. Il faut en parler déjà. Faut pas Et puis, hésiter. faut pas hésiter. Non, c'est Vraiment. sûr. Et Avant que ça prenne des proportions. voilà, des un peu, proportions ouais. compliquées. Ouais. Et puis venez nombreux, marhaba bikoum, ça va être joyeux. Et puis il y aura une surprise à la fin. Alors, je ne veux pas Vendredi la soir. dévoiler parce que je ne la connais pas. T'as déjà dévoilé le C'est fait début. exprès en fait, faut pas qu'elle On l'a sache fait les surprises. exprès pour pas que je vende la mèche. Voilà. Merci Aline. Très bien, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On vous remercie d'avoir accepté notre Merci invitation à vous aujourd'hui. de votre accueil Merci pour chaleureux. votre accueil, vraiment. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.